c'est le webinaire 10. On entame la dernière semaine de notre qualification additionnelle. La semaine prochaine, ce sera juste une semaine de remise de travaux. Oui, félicitations à nous tous. On a fait un beau travail. Je suis vraiment contente qu'on arrive à ce point. Dans le groupe du matin, ils m'ont demandé s'ils pouvaient étendre pour que la tâche finale, donc la réflexion finale, le petit tableau, soit remis le 5. Et j'ai dit oui. Donc, on va décaler, on va donner une journée pour ceux qui veulent remettre le 5, leur tâche finale, la tâche individuelle finale. Vous avez la possibilité de le faire, donc je vais décaler. La tâche en équipe demeure pour le 3 parce que ça laisse le temps justement pour moi de bien corriger, de m'assurer d'aller regarder de lire les textes qui sont associés à la planification pour faire une correction juste et équitable. Et la dernière tâche peut être remise le 5. Oui, Daniel Virginie. Bonjour encore, Madame Patricia. Oui, Pour la, bonjour. la dernière tâche, je pense qu'il n'y a pas, je sais pas si je vais dire un espace réservé dans le pigeonnier pour rendre la tâche. On vous Je remet ça vais par aller, mail. non, non, je vais aller ouvrir. Je pense que c'est juste que je n'ai pas encore rendu accessible. Tout à l'heure, je vais vous montrer la tâche et elle sera remise de la même façon. Je crois que la raison pour laquelle tu ne vois pas, c'est que je dois avoir oublié de l'ouvrir et puis je vais juste l'ouvrir, la rendre accessible. Il y a juste un petit bouton à déplacer. Je vais le faire tout à l'heure. Merci de me faire réaliser que ça n'a pas été affiché. Alors, aujourd'hui, on va parler des difficultés liées à l'apprentissage d'une langue seconde, des facteurs qui influencent l'apprentissage d'une langue et puis de l'enseignement du lexique. Donc, les difficultés de l'apprentissage d'une langue seconde vont nous permettre d'être le tremplin pour justifier l'importance de toujours enseigner le lexique et de faire un enseignement direct, c'est-à-dire un enseignement explicite du lexique. Et on va regarder les grandes lignes de ce qu'il faut considérer lorsqu'on veut enseigner le lexique. On va également découvrir des ressources et j'espère vous laisser un peu plus tôt pour que vous ayez le temps en équipe de vous réunir, parce que pour ne pas avoir à le faire sur un temps différent cette semaine, j'aimerais vous laisser un peu plus tôt chaque fois, donc aujourd'hui, mercredi et vendredi, pour que vous ayez le temps avec vos partenaires de travailler sur votre tâche. Donc aujourd'hui, plutôt que d'avoir tout un webinaire complet, j'ai rajouté une petite vidéo que vous pourrez écouter de façon asynchrone pour compléter le temps de webinaire, mais vous laissez cette possibilité de vous rencontrer. Alors, les difficultés liées à l'apprentissage d'une langue, on en répertorie 4 selon différentes recherches. La première, c'est les difficultés liées au décodage. La seconde, c'est les difficultés liées au traitement de l'information. La troisième, difficultés liées à l'expression des idées. Et la quatrième, les difficultés liées au statut social de la langue. Je vais y aller en détail maintenant. Alors, lorsqu'on parle de difficultés liées au décodage, si on a un enfant, mettons, qu'on inscrit dans une école de langue française en 7e année, il n'a jamais étudié en français, et la langue dans laquelle il a été instruit jusqu'à là était l'arabe, par exemple. Il doit apprendre un nouveau code alphabétique, un nouvel alphabet. Et on sait que l'arabe n'est pas une langue alphabétique comme le français, n'est pas une langue latine. Alors, il doit apprendre un nouvel alphabet. Il doit apprendre une nouvelle orientation parce que du français, on écrit de la gauche vers la droite, mais en arabe, de la droite vers la gauche. Ça fait beaucoup de difficultés pour un enfant comme celui-là qui a besoin de réapprendre un nouveau code. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces élèves-là? Ben, s'assurer leur donne des appuis visuels toujours, des illustrations dans les textes, des objets de manipulation, des tableaux, mais surtout des organisateurs graphiques pour organiser les idées lorsqu'ils lisent. Donc, quelque chose qui leur permet de prendre des notes pendant qu'ils lisent pour organiser des idées et certainement leur enseigner le code. Donc, leur enseigner explicitement la lecture. Tout à l'heure, on va faire une petite activité qui va nous permettre de nous mettre dans la peau des élèves, justement, pour voir à quoi pourrait ressembler cette difficulté pour un élève. Ensuite, les difficultés liées au traitement de l'information. En général, quand on apprend une langue, on commence par
comprendre la langue avant de la parler. Mais ce n'est pas parce qu'on la comprend que on comprend tous les détails qui nous sont expliqués. Souvent, l'information, s'il y en a trop, ben, on est débordé et on n'arrive plus à saisir ni le message général, ni les détails du message. Donc, c'est important de parler lentement et de morceler et surtout d'avancer graduellement. Donc, il ne faudrait pas que la tâche soit trop difficile, trop à pic. Donc, première étape, il faut morceler la tâche. Donc, on a la grande tâche et on la morcelle en petits segments pour ne pas mettre l'élève en surcharge cognitive. On doit respecter une progression graduelle qui ne soit pas trop abrupte lorsqu'on présente les notions pour ne pas mettre l'élève en surcharge cognitive. Et des fois, on peut donner des choix. Donc, quand on va faire la lecture d'un texte, par exemple, on peut choisir de lire un paragraphe à la fois. On peut également, dans une grande tâche, une énorme tâche, donner juste à l'élève certains éléments qu'il doivent traiter et non pas tous les éléments à la fois. Et puis, c'est important que l'élève ait toujours une vue globale de ce qu'il y a à faire et qu'on lui précise spécifiquement ce qui est attendu, les points essentiels pour réussir la tâche. Donc, la source, c'est celle-ci que j'aimerais que vous regardiez, ben, les stratégies pour élaborer des tâches à échelon, qui sont une des bonnes stratégies pour accompagner nos élèves en apprentissage d'une langue seconde. Ensuite, on a les difficultés liées à l'expression. On s'entend que lorsque je dois analyser, c'est plus compliqué que si je dois nommer. Si je dois, par exemple, mettre quelque chose en pratique, comment est-ce que je peux aller chercher cette compétence chez un élève qui est à un niveau 1? Niveau 1, ici, on va dire peut-être au palier de l'éveil. Et est-ce que c'est de la même façon que je vais lui poser la question s'il avait plus d'habileté langagière? Alors, si je dois poser la question, oui ou non, est-ce une plante? Pour un élève au palier 1, c'est plus facile de répondre à cette question parce qu'il a juste à répondre par oui ou non. Mais si je venais lui demander comment pourrais-tu utiliser cette information au sujet des plantes dans la vie, c'est une question beaucoup plus complexe. Mais on est toujours dans la compétence mettre en pratique, mise en application. Donc, lorsque je veux évaluer les compétences, quand on regarde la taxonomie de Bloom, c'est-à-dire que connaissance et compréhension, habileté de la pensée, mise en application, communication, on doit toujours s'assurer que les questions que l'on pose à nos élèves rejoignent leurs compétences langagières, parce qu'il y a des choses, lorsqu'on regarde la progression de l'apprentissage d'une langue, qu'un élève qui est au stade de la pré-production ne peut pas encore nous fournir parce qu'il s'exprime juste par des oui et par des non. Alors la question, comment est-ce que je vais chercher ce qu'il sait en tenant compte du fait qu'il ne peut pas nécessairement s'exprimer par des phrases complètes? Et ce tableau ici nous donne des exemples de comment est-ce qu'on peut poser des questions. Alors, les difficultés liées, oui, à l'expression des idées. Des fois, le statut social d'une langue très souvent joue sur la motivation et la nécessité d'apprendre cette langue. On sait que plusieurs de nos élèves nous arrivent sans avoir la volonté d'être dans une école de langue française. Les parents les ont inscrits de force. Alors, dans le contexte franco-ontarien, l'anglais est dominant et a plus de valeur sur le plan de valeur sociale parce que partout où tu vas, dans les services, c'est l'anglais que l'on parle. Et l'élève ne voit pas nécessairement la plus-value de pouvoir apprendre le français. Donc, des fois, ça peut influencer sa motivation à apprendre la langue parce qu'il ne voit pas tout de suite l'intérêt immédiat d'apprendre la langue. Et on doit en être conscient. Et c'est important justement à ce sujet-là de leur donner des occasions d'interagir sur le plan social en dehors de l'école, en français, et puis de les faire se sentir intégrés et appartenir à la communauté francophone pour que le français prenne une valeur, une plus-value aux yeux de nos élèves. Alors là, on va commencer avec la première activité. Je vais vous demander d'ouvrir le document pour vous assurer que vous y avez accès. Et on va se mettre dans la peau de nos élèves plurilingues.
C'est une activité de 10 minutes. Oh. Alors, vous allez, avez-vous pu ouvrir le document? OK. Alors, la première activité ici qu'on va faire a deux objectifs. Le premier, pardon, c'est de se mettre dans la peau d'un élève plurilingue. Vous devez ouvrir le document et essayer de décoder ce qui est écrit en vous servant du code. Ensuite, réfléchissez à ce que cet exercice révèle sur l'apprentissage d'un nouveau code linguistique. Par la suite, le deuxième objectif de cette activité, c'est d'aller vous faire euh, regarder cette ressource ici, Accès au succès, qui est une très belle ressource pour accompagner nos élèves plurilingues que je souhaitais partager avec vous. Et la plupart des informations que je vais partager avec vous viennent de cette ressource-là. Mais ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle donne des belles pistes pour l'évaluation, la différenciation de l'évaluation chez nos élèves sans baisser les attentes. Parce que souvent, quand on différencie, on a tendance à baisser les attentes, mais là, elle nous donne ces deux dames-là qui sont des chercheurs canadiennes et des enseignantes. Donc, elles font de la recherche, mais elles sont également enseignantes. Elles nous donnent des pistes d'évaluation qui nous permettent d'évaluer nos élèves apprenant de la langue sans baisser les attentes. Et c'est pour ça que je vous partageais cette ressource-là. Donc, il est 15h13. On va se dire qu'à 15h23, on se repart.
Ouais. Mhm. Je suis contente que tu aies pu tu aies pu nous rejoindre. Je te mets dans le clavardage l'activité à faire, OK? Est-ce que tu m'entends? Euh, oui, je t'entends. Je voulais te laisser savoir que je me suis connecté finalement Oh, juste avec le compte de ma femme. Donc, je ne sais même pas ce que OK. c'est. Non, c'est Merci. bon, c'est bon. Donc, regarde l'activité 1. Attends, je vais juste... Est-ce que tu vois mon écran en ce moment? Oui, je vois l'écran partagé là. Ok, d'accord. Alors, on est en train de faire cette activité ici. Il ne reste pas beaucoup de minutes. Tu n'auras pas vraiment la chance de la faire, mais tu peux commencer au moins parce qu'il nous reste 3 minutes. Donc là, tu ouvres l'activité ici et puis tu vas essayer de décoder le texte. D'accord. Il y a un code de décodage et puis la question, c'est l'intention en fait de l'exercice, c'est de réfléchir à ce que cet exercice révèle sur l'apprentissage d'un nouveau code linguistique. Et quand tu auras le temps, sur ton temps personnel, c'est d'aller explorer la ressource ici, accès au succès, de laquelle cet exercice est tiré. Ok, merci. C'est dans le clavardage, s'il te plaît. Oui, je viens de mettre dans le clavardage. Attends, je te le remets. Je t'ai Merci. remis de- le lien dans le clavardage. Merci. Merci beaucoup. J'apprécie. Ça fait plaisir. Ça me soulage vraiment. Ah, j'étais stressé là.
The chest pump on this. But wait, if you want a better range of motion, loosen this up, extend the arms, and now you're getting an even better stretch. Notre session de ce soir pour les mardis de développement professionnel. Développer le vocabulaire. Est-ce qu'on peut fermer les micros, les autres, s'il vous plaît? Ernest, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? On va commencer avec notre... Merci. Alors, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à revenir. Il est 15h23. Et oui, faisons attention à nos micros, s'il vous plaît. Surtout ceux comme nous qui avons des écouteurs, quand vos micros s'ouvrent, c'est vraiment très perturbant parce que ça fait plusieurs conversations et ça fait un petit choc au cerveau. Donc, alors, comment vous vous êtes senti? Oui, Vanessa? Ah, je me suis sentie comme les élèves que je me sens souvent. Oui, ça m'a fait penser à quelque chose surtout que je dis tout le temps à mes élèves. Arrête de deviner, lis ce que tu vois. Je le répète comme 1 million de fois aux élèves quand je travaille la lecture avec eux. Mais dès que moi, j'avais les premières lettres du mot, je devinais la suite, tout de suite. Comme je prenais même pas 2 minutes pour réfléchir, pour essayer de le décoder jusqu'à la fin. Juste, je devinais le mot du moment où il faisait le sens. Avec le début de la phrase que j'avais commencé à lire, je le considérais et j'avançais. Et c'était très compliqué parce que chaque fois, j'avais besoin de mon référentiel visuel pour retourner et chercher, oh, tel symbole, il correspond à quoi? Alors que dans ma salle de classe, je n'ai pas toujours l'alphabet disponible pour mes élèves pour qu'ils puissent retourner, relire. C'est vrai que j'ai la consigne de son, mais je me demande si c'est suffisant pour lire. Donc, ça m'a fait me poser plein de questions sur la façon dont je travaille avec ces élèves-là. Et ça demande tellement d'efforts à mon cerveau que je n'ai pas pu le décoder jusqu'à la fin. À un moment, je me suis constamment arrêtée. Merci du partage. C'était justement un des buts de l'activité, de nous faire réaliser qu'on a beaucoup d'élèves, surtout ceux qui arrivent un peu plus vieux, hein, et qui n'ont pas le code et qui doivent tout réapprendre dans une nouvelle langue, un nouveau code, des nouvelles cultures. Comme c'est beaucoup. Mélanie, ensuite Déborah. Oui, un peu comme Vanessa, je m'ai sentie au début, mais moi j'aime un défi comme ça avec des symboles et tout. Alors si c'est quelque chose que tu aimes déjà, tu trouves ça un peu moins stressant, disons, mais on avait aussi comme le contexte de l'activité. Une fois que j'ai commencé les premiers petits mots, tu pouvais un peu trouver les indices et utiliser la légende, mais les enfants qui n'ont pas ce contexte-là ou qui ne comprennent vraiment pas, ils sont débutants, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Alors, j'ai vu que vraiment comment l'enseignement explicite est tellement important pour pouvoir les appuyer avec chaque étape et quand on morcelle l'activité en petite activité, ça peut les aider. Oui, en effet, j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à l'enseignement explicite et puis au morcellement. Et l'autre chose que je trouve intéressant, c'est que, vous savez, par le passé, on disait, ben, il faut globaliser les mots fréquents. Je vais en parler tout à l'heure. On se rend compte qu'un adulte qui est habile en lecture, en effet, reconnaît globalement les mots fréquents et ça accélère la fluidité. Mais on les reconnaît globalement parce qu'on les a appris et parce qu'on a tellement lu que notre œil est adapté. Mais pour un débutant, ça prend un enseignement explicite et surtout par le mapping. Un instant, je vais devoir fermer un micro. Et surtout par le mapping. C'est pas le bon micro que je ferme. Est-ce que la personne... Ah, ok, je vois aussi. Ok, un instant.
C'est important que, justement, par le mapping orthographique, on enseigne, en tout cas, je reviendrai là-dessus, mais oui. Et je crois que c'est pour ça que ça prêtait à confusion. Et Vanessa, tu l'as dit, je voulais deviner le mot. Ce qui arrive, c'est que notre œil est déjà habitué, quand on est lecteur habile, il y a beaucoup de mots qu'on ne lit pas syllabe après syllabe. On le lit de façon globale, mais ça ne veut pas dire que la lecture s'apprend de façon globale. Ça veut tout simplement dire que la fluidité arrive avec cette habileté à décoder plus rapidement et à connaître le plus de mots. D'où l'importance d'enseigner le lexique, d'où l'importance d'enseigner les stratégies de décodage. Déborah, ensuite Aïssata et puis Daniel Virginie. Oui, en fait, moi, c'est un peu comme Mélanie. Initialement, j'étais motivée. Je suis comme, ah, j'aime les décodages, j'aime les jeux de symboles et tout ça. Et puis après, je pense la deuxième ou troisième ligne, je suis comme, ah, ça va être, ça va durer plus Ça va être longtemps long. que le temps qui nous est alloué. Et justement, j'avais des questions par rapport à la reconnaissance globale parce que je me suis surprise à reconnaître comme des ensembles de mots qui revenaient et automatiquement utiliser ma reconnaissance globale, mais aussi d'un autre côté, les symboles qui se ressemblaient. J'avais toujours le doute, puis je voulais toujours aller revoir comme il y avait deux fleurs, une fleur en terre, puis une fleur avec une tige. Puis il me semblait que par mémoire, je savais c'était laquelle, mais j'avais un doute, alors je voulais aller revérifier et ça me faisait penser à nos élèves qui, même chose pour le P et le Q, le B et le D qui se ressemblent. Oui. Eux aussi, c'est la même chose, ils vont aller se re-questionner, puis aller vérifier pour confirmer ou infirmer leurs doutes. Donc, oui, c'est ça. Oui, oui. Et c'est ça justement. En fait, il y a un test que j'ascends dans le livre, je pense que c'est la lecture, en tout cas, je ne me souviens plus le titre de ce livre, justement, fait faire pour expliquer le fait que les lecteurs habiles, je précise, les lecteurs habiles vont souvent globaliser plusieurs mots. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas enseigner les mots la conscience phonologique et la conscience phonémique. C'est quand on est habile et c'est ça qui permet justement l'automatisation de cette lecture-là qui apporte la fluidité. Mais ce qui arrive, c'est que parce que tu es un lecteur habile, chaque fois que tu t'es trompé, tu as réalisé tout de suite que tu t'étais trompé. Ce qui n'arrive pas pour un élève qui n'a pas appris à décoder et qui, en plus de ça, ne sait pas se servir du contexte pour construire le sens, parce qu'après tout, et avant tout, la lecture est une construction de sens. Mais pour construire le sens, il faut avoir appris à décoder pour que ce que je décode fasse du sens et du sens dans mon cerveau au fur et à mesure que je décode. Et là, on va faire aussi la distinction, ça nous permet de faire la distinction entre nos élèves décodeurs et nos élèves lecteurs. On a des élèves qui vont décoder tout ce que tu peux écrire, les mots les plus longs, les multisyllabiques, mais qui ne vont rien comprendre de ce qu'ils lisent. D'où l'importance, en plus du décodage, d'enseigner la compréhension en lecture et de ne pas seulement se focaliser sur le décodage, mais s'assurer que l'élève comprend ce qu'il lit. Et on parle souvent, ça m'amène à faire une petite parenthèse, des livres décodables. On va souvent avoir des collections de livres décodables qui sont fantastiques parce que les phrases ont du sens en français. Mais on va avoir des collections de livres décodables qui sont, selon moi, juste du gros n'importe quoi parce que c'est juste des sons qui ne veulent rien dire. Et ce qu'on ne veut pas enseigner à nos élèves, c'est que lire, c'est décoder. On veut leur enseigner que c'est décoder pour construire un sens. Donc, au moment de choisir nos livres décodables, c'est important de quand même vérifier que la phrase que l'élève lit a du sens. Quand l'élève lit « si sur le C », ça veut dire quoi en français? Ça veut rien dire. Oui, il fait ses sons, mais est-ce qu'il est en train de construire un sens? Et souvent, on va avoir des livres décodables parce qu'aujourd'hui, toutes les maisons d'édition veulent avoir une collection de livres décodables qui ont été publiés dans la rapidité, dans la précipitation, qui ne sont pas plus utiles. Tout ce que ça enseigne à nos élèves, c'est à décoder. Mais on veut aller au-delà du décodage. On veut que les élèves construisent le sens. C'est pour ça que j'aime beaucoup la collection Escalier, par exemple. Parce que oui, c'est des livres décodables, mais ils ont du sens.
Oui, exactement. Le changement de ligne, le retour à la ligne aussi est difficile. Alors, Aïssata et puis Daniel Virginie. Allô, oui. Oui. Alors, moi quand j'ai fait l'activité, je pensais à mes élèves que j'avais qui étaient, qui avaient des problèmes à visualiser si c'était beaucoup. Donc, je trouvais que les codes étaient tellement rapprochés, puis qu'il y en avait tellement. Pour ces élèves-là, ils vont abandonner dès le début. Alors, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On avait préparé une fiche où on a coupé un carton, on l'a juste laminé, puis on a coupé un petit rectangle. L'élève cachait tous les mots et puis essayait de lire une à la fois. Imagine ces élèves-là, on leur donne une page comme ça, c'est fini, ils vont juste abandonner. Et puis, les livres décodables que j'aime, moi, j'ai utilisé la série Une syllabe à la fois. Je trouve qu'il y a beaucoup de sens et puis il y avait d'humour et les élèves se retrouvaient là-dedans, continuaient les activités et il y avait toutes sortes de niveaux. Donc, c'était vraiment une belle ressource aussi. Merci. Merci beaucoup du partage. Et puis, on termine avec Daniel Virginie et on va continuer le webinaire. Ok. Moi, pour ma part, quand je fais l'activité, cela m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai compris qu'il faut être patient avec des élèves qui apprennent nouvellement une langue. Parce que moi-même, étant adulte et qui estime comprendre mieux le français que mes élèves, je devais d'abord chercher à savoir ce que chaque symbole voulait signifier. Ensuite, j'essayais de mettre chaque signification dans chaque symbole pour pouvoir formuler le mot. Donc, je me suis dit, c'est la patience, c'est vraiment bien identifier les choses, donc aussi bien préparer pour nous les référentiels pour nos élèves pour qu'ils puissent bien comprendre et apprendre à lire. Et aussi, c'est au fur et à mesure que je m'intégrais dans l'activité que j'ai commencé à être un peu plus rapide. Donc, ça veut dire que les élèves vont commencer à un certain niveau, ils vont avoir certains stades et c'est au fur et à mesure qu'ils vont consolider les acquis. Donc, c'est beaucoup de patience et puis beaucoup d'accompagnement aussi, beaucoup de référentiels pour les aider. C'est ce que je voulais dire. Merci. Oui, merci beaucoup pour ton partage. C'est vraiment important d'être patient et puis d'aller graduellement. J'ai une question ici que je trouve intéressante. En ce qui concerne les non-mots, je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie des mots qui n'ont pas de sens. Non. Lorsqu'on fait lire les non-mots aux élèves, ce n'est pas pour construire le sens, mais c'est pour aller travailler le décodage. C'est pour aller travailler la capacité à associer graphème-phonème. Donc, c'est ça le but de cet exercice-là. Le but n'est pas dans la construction de sens, mais le but est vraiment à travailler la capacité à décoder et à associer un graphème, donc une graphie, à un son et à les coller ensemble pour construire des mots. Donc, oui. Donc oui, cet exercice est très utile. Et puis, il est aussi très utile pour la fluidité, parce que ça permet justement à l'œil de lire assez rapidement. Oui. Quand je parle des livres qui n'ont pas de sens, c'est que lorsqu'on veut, par exemple, envoyer un livre à la maison, lorsque les graphèmes et les phonèmes sont déjà acquis, c'est important que l'élève lise un livre où il construit un sens, que les phrases aient du sens, que ça respecte la structure de la phrase de base en français et que ce soit quelque chose qu'il soit capable de visualiser, surtout qu'il est en train d'apprendre une nouvelle langue. Donc, quand il lit une phrase comme si, on le sait, c'est un peu bizarre, c'est très difficile de visualiser, comme même moi qui parle français, j'ai de la difficulté à visualiser et ça n'a juste pas de sens. Parce que oui, cirer un soulier, ça a du sens, mais cirer une lettre, pourquoi je cirerais une lettre, par exemple? Je veux dire, il y a quelque chose qui, en tout cas, ça n'a juste pas de sens. Oui. Oui, et les non-mots, c'est vraiment pour le décodage, pour la fluidité. Oui. Alors, les stades de l'acquisition d'une langue, ça vient également de cette ressource. En passant, je vous ai présenté la ressource numérique, mais il y a également le livre, hein, Accès au succès.
La raison pour laquelle je vous présente le livre, je ne sais plus combien je l'ai payé, mais je pense que c'est toujours autour de 50 $ cette ressource. Mais ce que je trouve intéressant, s'il y a une raison de l'acheter, c'est au niveau de comment différencier l'évaluation. Parce que dans la ressource papier, il donne des idées de comment différencier l'évaluation sans baisser les... Elle donne, c'est deux dames, c'est Cathy Arnay et puis René Bourgoin qui l'ont écrit. Une prof, René Bourgoin, elle est prof au Nouveau-Brunswick et Cathy Arnay est prof à Toronto. Donc, c'est des recherches canadiennes. C'est aussi pour ça que j'aime cette ressource-là, parce que c'est vraiment fait dans notre contexte. OK. Alors, les stades d'acquisition d'une langue, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que souvent, comment je peux dire, on va lire. Par exemple, quand on regarde dans cette ressource, il y a deux raisons pour lesquelles je vous la présente. Dans l'ancien programme cadre ALF, on nous disait que ça nous prenait environ 2 à 7 ans pour apprendre une langue. Et souvent, on se demandait d'où est-ce que ça vient. C'est plusieurs chercheurs qui l'ont documenté. Mais est-ce que ça veut dire que systématiquement, après 7 ans d'exposition, nos élèves pourraient parler couramment le français? Pas nécessairement, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais s'ils sont bien exposés, s'ils sont bien enseignés, après 7 ans, en général, on devient fluide dans une langue. Et ce que ces dames ont fait, elles nous ont décrit un peu les stades d'acquisition d'une langue. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en lisant les stades d'acquisition de la langue, je revoyais les élèves et ça me donne aussi une idée de ce que je peux leur demander comme tâche, selon le stade auquel ils sont rendus. Par exemple, si on a un élève qui est au stade de la pré-production, qui serait plus ou moins à l'éveil, on réfère souvent à ce stade comme étant la période silencieuse, car il arrive que les apprenants ne parlent pas du tout. C'est un stade réceptif où les apprenants, en grande partie, absorbent la langue. Ils peuvent répéter ce que l'on leur dit, comme un perroquet, et posséder un vocabulaire réceptif jusqu'à 500 mots. En plus de faire le perroquet, ils peuvent fournir des réponses non verbales et répondre par des mots de grande fréquence oui, non. Ils ne parlent pas encore spontanément. Je trouvais qu'en lisant la description, ça me donne une bonne idée, une bonne image de où sont rendus mes élèves au stade de l'éveil et au type de réponse, qu'est-ce que je peux attendre d'eux et comment est-ce que je peux tenir en compte cette description pour les accompagner, pour étayer mon enseignement. Et on dit, c'est souvent de 0 à 6 mois d'exposition à la langue qu'on est dans ce stade-là. Le stade, par exemple, de l'émergence de la parole, les apprenants arrivent à mieux concilier leur langage réceptif et expressif. Ils comprennent l'essentiel des messages et peuvent saisir certains détails. La production langagière spontanée devient plus facile, mais elle peut encore nécessiter de l'encouragement de la part de l'enseignant. À ce stade, les apprenants peuvent utiliser de courtes phrases et poser des questions. Ils ont aussi élargi leur vocabulaire réceptif et expressif à environ 3000 mots. Ils commettent des erreurs, mais ces erreurs ne nuisent pas à la compréhension. Je lisais ça et puis je pensais, moi j'aime apprendre les langues, je lisais ça et je me revoyais quand j'apprenais l'italien. Et je me disais, oh, ça ressemble à un moment donné, le stade d'avant, on ne parle qu'au présent. Et je me souviens justement, pendant longtemps, je ne parlais qu'au présent parce que c'était le seul temps dans lequel j'étais capable de pouvoir exprimer une idée. Et on va voir qu'on a beaucoup d'élèves qui sont dans ce cas-là ou qui vont, comment je peux dire, franciser des verbes en anglais. J'ai bleedé. On va entendre souvent nos élèves dire ce genre, j'ai walké. Et je pense que et toutes ces, là je suis déjà au passé composé, où je bleed, madame, elle bleed. On va les entendre conjuguer des verbes anglais en français, souvent. Et puis, ça nous permet de voir où ils sont rendus et comment est-ce qu'on peut les accompagner. Je suivais une formation avec Michel Maïnor-Corriveau qui disait justement, enseigner le passé composé est difficile pour certains de nos élèves. Et en relisant ces descriptions, j'ai mieux compris pourquoi.
Parce que justement, ils sont encore juste... Et là, ça nous fait penser quand on lit une histoire. Je ne sais pas si c'était dans ce groupe quelqu'un qui disait, ben, pour adapter, ce que je fais des fois, c'est que je reformule et des fois, je vais dire les verbes au présent pour que l'élève comprenne mieux ce que ça veut dire. Oui, ça peut être une stratégie pour étayer pour ces élèves-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je partageais ceci avec vous. Alors, on continue. Là, c'est juste la carte conceptuelle qui recoupe le tableau précédent. Alors, tout ceci nous amène à comprendre l'importance d'enseigner le lexique à nos élèves. Et la recherche de Seb Igouagou 2015 nous dit le déficit lexical observé chez de nombreux élèves n'est pas seulement la cause de leur difficulté de compréhension, il en est aussi la conséquence. C'est un peu l'effet Mathieu dont parlait Atil l'autre jour. Les pauvres sont plus pauvres, les riches deviennent plus riches. Alors, nos élèves qui arrivent à l'école et ont déjà un vocabulaire riche ont plus de facilité à apprendre à lire, un peu comme vous tantôt quand vous décodiez, parce que vous connaissiez déjà plusieurs mots, vous étiez capable d'anticiper le mot. Oui, ça vous jouait des tours, mais au moins le contexte était là pour vous soutenir dans votre lecture parce que vous avez accès à cette information. Et c'est la même chose pour nos élèves qui n'ont pas accès aux mots en français. Ben, ils partent avec un pas de recul par rapport à ceux qui ont du vocabulaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un balancier compensateur. Et pour compenser, il faut faire de l'enseignement explicite du lexique. On sait que le lexique s'apprend de deux façons. Et la majorité des mots, ce qui est curieux, on l'apprend de façon incidente. Et c'est pour ça que le milieu minoritaire est vraiment quelque chose de difficile pour nos élèves qui étudient en français, parce que la plupart du vocabulaire ne va pas s'apprendre parce qu'on l'a enseigné, mais il va s'apprendre parce qu'on a lu des livres, parce qu'on a eu des interactions langagières, et nos élèves n'ont pas cet accès-là. Donc, d'où l'importance d'aller leur offrir un environnement riche et d'enseigner explicitement. Alors, plus, je l'ai déjà dit, plus l'élève connaît de vocabulaire, plus son niveau de compréhension en lecture est élevé, et plus son niveau de compréhension en lecture est élevé, plus son niveau de réussite scolaire l'est également. On retrouve cette citation dans la monographie Un mot que je vous suggère également de consulter. Et cette petite la corde de Scarborough que vous connaissez toutes, ben, est justement une des preuves que le vocabulaire est important parce que la compréhension du langage, donc oui, j'ai besoin de la reconnaissance des mots qui passe par la conscience phonologique et phonémique, le décodage, la reconnaissance globale des mots. J'ai besoin de la compréhension du langage qui passe par les connaissances antérieures, et on va en parler tout à l'heure dans la façon d'enseigner le vocabulaire, mais du vocabulaire des structures langagières. Alors, quand j'ai le vocabulaire, quand j'ai la structure langagière, je peux anticiper ce que je suis en train de lire, je peux mieux comprendre ce que je décode. Donc, si je n'ai que le décodage, ça ne fonctionne pas. Il faut que j'ai aussi la compréhension du langage, et la compréhension du langage passe par la connaissance du lexique. Et on connaît bien cette fameuse formule, ben, ça me prend le décodage fois, c'est une multiplication, ce n'est pas une addition. Alors, et on sait que lorsqu'on multiplie un terme par 0, c'est égal à 0. Donc, c'est important qu'aucun des termes ne soit nul. Alors, fois la compréhension du langage. Et dans la compréhension du langage, un des éléments clés, c'est le vocabulaire pour arriver à la compréhension de texte. Pour que la lecture ne soit pas un simple décodage, mais une construction de sens. Regardons ensemble cette question pour voir à quel point le vocabulaire, le lexique est transversal. Nous sommes ici face à une question de mathématiques à l'OQRE. Voici la question. Fais glisser chaque scénario dans la case avec l'objectif financier approprié. Alors, on a 3 objectifs financiers: obtenir du revenu, faire un don, épargner. Alors, l'élève doit associer la définition au mot. Si je déposais de l'argent chaque semaine dans un compte, est-ce obtenir du revenu, faire un don ou épargner? Être payé chaque semaine pour pelleter la neige, est-ce obtenir des revenus, faire un don ou épargner? Donner des vêtements à une troupe de théâtre locale, est-ce obtenir des revenus, faire un don ou épargner? Là, on est à l'OQRE, une question de mathématiques. Alors, c'est très important d'enseigner le vocabulaire de matière et le vocabulaire à nos élèves.
parce que il n'échappe pas. C'est transversal. Alors, j'ai parlé indifféremment vocabulaire, lexique, et les puristes vont me taper les doigts. Mon directeur de thèse me tapera sur les doigts s'il m'entendait utiliser les deux termes de façon indifférente. Mais en fait, on fait cet amalgame-là, mais en général, le lexique constitue tous les mots d'une langue, toutes les locutions, tous les mots en fait qui sont dans le dictionnaire d'une langue, c'est le lexique de la langue. Mais le vocabulaire, en fait, c'est quelque chose qui peut être spécifique à un individu, à un livre. Par exemple, le vocabulaire de Patricia, c'est tous les mots qui appartiennent à Patricia, qu'elle comprend, qu'elle est capable d'utiliser, qu'elle possède dans son lexique personnel. Ou le vocabulaire d'un livre, quels sont les mots qui sont dans ce livre, le vocabulaire d'un domaine ou les vocabulaires des consignes, par exemple. Donc, le lexique, c'est le grand ensemble, le vocabulaire, c'est le sous-ensemble dans le grand ensemble. Alors, que signifie connaître un mot? Alors, on veut enseigner le lexique à nos élèves, on veut accroître leur vocabulaire personnel en leur enseignant des mots. Mais ça veut dire quoi, connaître un mot? Vous pouvez prendre la parole. OK, vous êtes bien silencieux. OK. Connaître un mot, c'est la forme, le sens et l'usage. OK. Déborah, vas-y, je te donne la parole. Mais en fait, c'est ça. Il y a déjà quelques points qui sont inscrits à l'affichage, mais bon, comme vous venez de dire, savoir être capable de décoder la graphie, les graphèmes duquel ils sont composés, la signification du mot, mais aussi, je pense, à les groupes thématiques comme dans son champ lexical, donc d'autres mots auxquels il se réfère. Et puis, idéalement, mais c'est un petit peu plus complexe, on monte un peu plus loin, mais c'est la classe de mots à laquelle il appartient. Donc, si je sais que ça, c'est un nom, mais je peux trouver un adverbe qui va avec ou un adjectif qui est relié à ce mot. Donc, je suis en train de développer mon champ lexical. Exactement ça. Donc, justement, tu es en train de couvrir pratiquement ce que c'est de la compétence lexicale, qui est justement connaître un mot dans sa forme orale et sa forme écrite. Donc, comment je le prononce, comment je l'écris, comment je le lis. Connaître un mot dans son sens, qu'est-ce qu'il veut dire? Connaître ses propriétés morphologiques, comment est-ce qu'il est composé? Connaître ses propriétés syntaxiques, comment est-ce qu'il est utilisé? Comment est-ce qu'on l'agence? Et pragmatique, comment est-ce qu'on l'agence dans une phrase? Pragmatique, comment est-ce qu'on peut le substituer d'une phrase à l'autre? Et puis les co-occurrences dont tu parlais, OK, avec quel autre mot est-ce qu'il peut aller? Et puis justement, connaître les champs lexicaux, par exemple. Donc, quand on parle des champs lexicaux, on parle de la même thématique. Par exemple, le champ lexical de la mer, on pourra avoir des différentes classes de mots qui vont appartenir à ce champ lexical. Ça peut être les vagues, ça peut être la plage, ça peut être nager. Mais on a aussi le champ sémantique d'un mot, à savoir que ceci, c'est la petite souris, mais souris, ça peut être aussi la petite bestiole qui le petit rongeur. Ça, on parle de champ sémantique. Tout ça, c'est connaître un mot. Alors, qu'est-ce qu'on veut pour nos élèves? On veut développer deux axes. Avant qu'on aille, on veut développer deux axes. On veut développer l'étendue. Ça signifie le nombre de mots que l'élève connaît, mais on veut développer la profondeur. On veut développer la capacité à bien connaître un mot et à l'utiliser. Donc, quand je développe la profondeur de la connaissance, c'est pour faciliter l'usage. Et quand je développe l'étendue, c'est pour faciliter le nombre de mots que l'élève connaît. Alors, par exemple, nos élèves vont mettre une nouvelle étiquette sur un concept connu. La dernière fois, il y a 2 ans, je pense que j'ai appris le mot esperluette. Alors, je discutais avec un ami qui me dit, ben, tu appuies sur l'esperluette. Je dis, quoi, l'esperluette? C'est quoi cette affaire-là? Il me dit le « et » sur ton clavier. Je dis, ah, c'est une esperluette. Et là, je venais d'apprendre un nouveau mot pour une réalité connue. Et on peut également avoir un nouveau concept pour une étiquette connue. Donc, alors, je sais c'est quoi avoir envie de quelque chose, mais je ne sais pas le mot pour le dire. Et nos élèves, des fois, vont être dans cette situation. Ils savent c'est quoi avoir faim, mais ils ne savent pas le mot faim en français. Et là, on doit les aider à mettre une étiquette sur une réalité qu'ils connaissent. On a également, au niveau de l'étendue du vocabulaire,
une étiquette sur un nouveau concept. Souvent, ça va arriver quand on enseigne les mots du niveau 3. Donc, par exemple, le mot photosynthèse. Je ne connais ni ce que ça veut dire et je ne sais ni le mot lui-même, je dis la forme orale ni la forme écrite. Alors, on apprend et le concept et le mot, la forme et le son, en fait, la graphie. Et dans la profondeur, on travaille la morphologie. C'est là qu'on travaille les suffixes, les préfixes, l'étymologie. Par exemple, de savoir que la racine de humain, c'est humus, humus qui veut dire... non, je ne vais pas aller là. Mais ça nous aide justement à pouvoir deviner ou du moins anticiper le sens de tous ces mots qui ont la même racine parce qu'on a l'étymologie du mot. Et on peut justement, dans dentiste, le savoir que le suffixe iste appelle un métier, aide à la construction des mots d'un métier, m'aide comme fleuriste, dentiste, me permet de savoir que si on rajoute le iste à dents, ça pourrait être le métier de la personne qui s'occupe des dents. Oui. Alors, les nouvelles co-occurrences également, donc par exemple, appeler l'ascenseur. Donc, je peux dire appeler quelqu'un, appeler l'ascenseur. Donc, quand je dis le mot appeler, je peux deviner, je peux anticiper le mot qui va suivre. Ça pourrait être appeler l'ascenseur, ça peut... Et puis, la maîtrise de l'orthographe. Est-ce que j'écris pommetier avec 2 M? Est-ce que je l'écris avec un seul M? Et c'est lorsque je connais les mots en profondeur que j'arrive à jouer avec les mots et à rire à des blagues de jeux de mots. Par exemple, qu'est-ce qu'une mère dit à une autre mère? Et là, elle répond, arrête de faire des vagues. Là, on va sourire parce qu'on connaît le mot, justement. Mais un élève qui ne fait pas la différence entre la mère, la maman et puis la mère, la grande étendue d'eau, ne pourra pas nécessairement rire à cette blague-là. Donc, c'est ici l'importance justement d'enseigner les mots en profondeur parce qu'on donne accès à nos élèves à toutes ces choses qui font la richesse d'une culture et d'une langue. Donc, qu'est-ce que nous dit la recherche? Là, M. Antil et Mme Proulx, qui sont 2 chercheurs québécois, ont fait une revue de littératie de tout ce qui est dit à peu près depuis ces 25 dernières années sur l'enseignement du lexique. Et ils nous disent que pour enseigner le lexique efficacement, ça prend 4 piliers. Le développement de la sensibilité lexicale qui est en fait l'amour pour les mots, donc la curiosité et l'intérêt pour les mots. L'exposition des élèves à une langue riche, en étant soi-même un modèle, les textes authentiques, la littérature de jeunesse, l'environnement de la salle de classe, des murs de mots, tout ce qui fait la bibliothèque scolaire, l'enseignement direct, c'est-à-dire explicite des mots ciblés, et puis le développement de la compétence métalexicale, qui est tout ce dont on parlait, la morphologie, les co-occurrences, toutes ces compétences-là qui permettent à l'élève d'avoir un enseignement efficace du lexique. Aujourd'hui, on va regarder beaucoup plus l'enseignement direct des mots, parce que ça, on ne va pas parler beaucoup de sensibilité lexicale. Toutefois, je vous ai mis une présentation que Caroline Proulx a fait avec Only, qui parle justement de sensibilité lexicale et elle nous présente une kyrielle d'activités qui permettent d'aborder le vocabulaire de façon ludique, donc de développer la sensibilité lexicale de nos élèves. Et je vous ai mis sa présentation dans les slides. Et c'est vraiment des exemples concrets. L'exposition des élèves à une langue riche, on en a parlé, on est des passeurs culturels, présenter des ouvrages littéraires, les amener à la bibliothèque. En tout cas, il y a plusieurs façons de le faire. Et puis, le développement de la compétence métalexicale, enseigner les compétences lexicales à nos élèves en s'appuyant sur nos programmes cadres. OK, on le fait par l'enseignement explicite. Alors, la recherche nous donne, quand on lit la recherche, il y a beaucoup de, comment je peux dire, de modèles d'enseignement du lexique. Et ce qui ressort, c'est qu'il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'intégration. Le deuxième pilier, c'est la contextualisation. Le troisième pilier, c'est la répétition. L'intégration, ça veut dire que je dois m'assurer que le nouveau mot que j'enseigne, je puisse
trouver un ancrage dans les connaissances antérieures des élèves. La contextualisation, c'est que je ne peux pas juste enseigner des listes de mots décontextualisés. L'élève, on ne gagne pas grand-chose de cette façon-là. Il faut que les mots soient enseignés en contexte. Et la troisième chose, la répétition, il faut enseigner les mots, répéter, répéter, répéter encore dans différents contextes. Et c'est là où les jeux sont intéressants parce qu'une fois que j'ai enseigné, je dois trouver une façon de le réinvestir, soit en écriture, soit par le jeu, soit en communication orale, parce que c'est la répétition qui fait que je connaisse un mot davantage. Plus j'entends le mot, plus je l'utilise dans différents contextes, plus je le maîtrise. Donc, le premier point, c'est activer les connaissances antérieures qui rentrent dans l'intégration, les appuis visuels qui rentrent dans la contextualisation, ainsi que les objets concrets, les jeux qui rentrent dans la répétition, l'analogie qui rentre dans la contextualisation aussi, le contexte pour trouver le sens du mot, on est dans le contexte, la morphologie qui rentre également dans la contextualisation, les chaînes circulaires, donc revoir de façon différente plusieurs fois ce mot, on rentre dans la répétition. Une des démarches que je trouve intéressante, c'est celle de Marzano. Je trouve qu'elle est bonne, elle est par étapes, elle est facile à suivre. Quand on veut enseigner le vocabulaire, Marzano donne 6 étapes qui se trouvent dans cette ressource. La littératie dans toutes les matières, guide d'enseignement efficace, celui de lecture. J'ai mis le lien. Alors, la première étape, donner une description, une explication ou un exemple du mot, accompagné d'une représentation graphique au besoin. La deuxième étape, demander aux élèves de reformuler la description, l'explication ou l'exemple dans leurs propres mots. Troisième étape, demander aux élèves d'illustrer le nouveau mot à l'aide d'un dessin, d'un symbole ou d'une représentation graphique. Quatrième étape, proposer régulièrement aux élèves des activités qui leur permettent d'accroître leur connaissance des nouveaux mots par la prise de notes dans un journal d'apprentissage. C'est juste un exemple. Et étape 5, inviter régulièrement les élèves à discuter des nouveaux mots. Étape 6, impliquer régulièrement les élèves dans les jeux qui les amènent à utiliser des nouveaux mots. Donc ça, c'est les étapes selon Robert Marzano. Et ces étapes, presque toutes les recherches regroupent ces étapes, présentées différemment, mais toutes les étapes sont toujours là. Peut-être pas dans le même ordre, mais toutes ces étapes sont toujours là. Alors, exemple pour contextualiser. Je prends par exemple le livre Fatima et le voleur des clémentines. Vous savez que j'ai un faible pour Mireille Messier. Alors, le mot dans le texte, c'est tous les jours, j'ai écrit tout le jour. Tous les jours, Fatima aide son grand-père dans le verger. Mon mot cible, c'est le mot verger. Alors, il est dans un contexte, il est dans une phrase. Alors, faire répéter le mot à voix haute afin de faire créer aux élèves une représentation phonologique du mot. Parce que l'élève a besoin de savoir comment le prononcer. Verger. Parce qu'on sait, nos élèves pourraient dire VG. Parce que le ER fait E pour certains. Donc, c'est important. Oui, exactement. C'est important de leur dire verger. Parce qu'ils ont besoin de pouvoir bien lire le mot, de pouvoir bien le prononcer. Recontextualiser. Par exemple, expliquer simplement le mot dans un autre contexte. On pourrait dire, lorsqu'on va récolter les pommes à l'automne à la ferme pro, on va dans un verger. Alors, l'élève peut contextualiser, voir le mot dans un autre contexte qui n'est pas celui du livre. Faire des liens, par exemple. Demander aux élèves de produire leur propre exemple. Aimerais-tu aller dans un verger? Là, ça force l'élève à intégrer ce que veut dire le mot berger. Et on pourrait dire pourquoi. Commencer la phrase par « j'aimerais aller dans un verger » parce que, et là, on renforce la sonorité de prononciation du mot. Et puis conclure par un retour sur une explication du mot. De quel mot avons-nous parlé encore? Du mot verger. Et puis d'autres activités ou à d'autres moments, revenir sur le mot, demander régulièrement aux élèves les nouveaux mots appris, donc les cahiers de mots nouveaux ou des mots rares, un mur de mots. Et puis, en contexte minoritaire, toujours associer les noms avec leurs déterminants. Parce qu'on sait que le déterminant est arbitraire. On ne sait pas pourquoi on dit la table et non pas le table. Donc, c'est important de leur donner et que les référentiels leur permettent de savoir. Autrement, ils ne sauront pas. Sinon, ils feront comme mon petit Bratelet, ils diront « mon sœur ». Alors, un exemple pour présenter le vocabulaire. Donc là, on est dans l'intégration. Comment aller accrocher le nouveau vocabulaire
aux connaissances antérieures. Par exemple, si je prends le mot escabeau que l'on retrouve dans Fatima et le Vaugleur de Clémentine, je pourrais poser la question, une question centrée sur la définition. Ici, je n'ai rien inventé, hein. C'est Giasson qui nous fait des propositions dans son livre. Je me suis juste inspirée de Giasson. Alors, si je veux présenter le mot escabeau, je peux dire un escabeau. Ça veut dire un tabouret, un stylo ou une sorte de lit. Et là, l'élève peut faire son anticipation et ensuite, en faisant la lecture, on lui explique ce que veut dire le mot escabeau. On lui dit un escabeau, c'est une forme de tabouret. Alors, une autre question pour intégrer, ça pourrait être, euh, on utilise un escabeau pour se coucher, pour grimper, pour écrire. Là, notre intégration est basée sur la compréhension du mot. Le fameux modèle de Freyer pour pouvoir garder nos notes, faire notre référentiel personnel ou les référentiels collectifs. Prochaine étape, quel mot enseigner? On s'est tous posé cette question. Combien de mots enseigner? Quel mot enseigner? Plusieurs recherches nous disent que quand on présente les mots, il faudrait mieux présenter 8 à 12 mots à la fois plutôt que de présenter un mot à la fois. C'est ce qu'on retrouve dans la ressource la langage oral à la portée de la main. Et quand on parle des mots à sélectionner, il faudrait aussi rajouter les expressions idiomatiques. Donc, si je choisis dans le livre et qu'il y en a, c'est l'occasion de les enseigner en contexte. Alors, il faut tenir des connaissances préalables des élèves, de l'importance du mot, du contexte suffisamment riche, du niveau de profondeur. En détail, on a la recherche de Beck et McKeown qui nous donne ici les mots, et on le voit dans notre programme cadre de français, les mots de niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est quoi les mots de niveau 1? C'est les mots à très haute fréquence, les mots susceptibles d'être appris lors de discours familiers, à enseigner auprès des élèves ayant d'importants retards, en ce qui a trait au vocabulaire. Les mots de niveau 2 sont plus sophistiqués en général, c'est les mots qu'on trouve dans les livres et qu'on doit enseigner explicitement. Et puis les mots de niveau 3, c'est souvent les mots techniques spécialisés plus rares. Donc la ressource est là pour savoir c'est quoi des mots de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Exemple de mots de niveau 1. Toilette, manger, casier, jouer à l'extérieur, jouer, aller dans toutes ses formes verbales. Par exemple, je vais, allais, allait, allant. Les mots de niveau 2, acquiescer, retorquer, on va les trouver dans les livres. Et il acquiesça. C'est important qu'on puisse dire aux élèves ce que ça veut dire et qu'on l'enseigne explicitement parce qu'ils vont souvent le rencontrer. Retorquer, enjouer, volatile, analyser, comparer. Et les mots de niveau 3, c'est tous ces mots qui sont reliés à un domaine spécifique, scalène, obtus, chlorophylle. Alors, là, on va prendre une petite pause, mais une pause active, hein. Alors, une pause active, on va la prendre en allant regarder. OK, je vais partager avec toi, avec tout le monde. La ressource, elle est partagée avec vous, la retouche pour choisir les mots de niveau, des différents niveaux, Mélanie. Donc, oui, elle est partagée dans la slide. Celle ici, là, si vous cliquez dessus, tu l'as, la page au complet. Super. Oui, vas-y. C'était juste pour dire qu'il y a des mots là que moi aussi j'ai besoin d'apprendre. Oh, comme moi. En effet. Et donc, justement, tu introduis bien la prochaine activité qui est, c'est une petite vidéo de 5 minutes, OK? On va la regarder, il est 16h05, on va la regarder 5 minutes et on va se donner une pause de 5 minutes pour se lever, se dégourdir un peu. Et elle nous explique justement l'importance d'enseigner le vocabulaire. Oui. Ah, OK, d'accord, je vais débloquer le document par Niane. L'important d'enseigner le vocabulaire dans toutes les matières parce que c'est transversal et c'est un exemple. Donc là, je peux juste repartager. Vous l'avez dans les activités du webinaire 10 que j'ai partagé avec vous, mais je vous mets le lien. Donc, on se retrouve à 16h15. 16h15? Oui, 16h15. Je vais aller chercher ça tout de suite.
Fait par Liane. Je pensais que c'était déjà fait. Je vais juste vérifier les autres liens.
Alors, j'aimerais nous inviter à revenir, il est 16h15. S'il vous plaît, veuillez revenir, il est 16h15, on va continuer. Alors, on voit l'importance à la suite du visionnement de cet extrait, l'importance de trouver des stratégies pour enseigner le vocabulaire de matière. Donc, lorsque l'on planifie, c'est important d'enseigner le vocabulaire relié au contenu et d'avoir un objectif langagier chaque fois que on planifie nos leçons. On a parlé justement de lecture globale et de mots fréquents. Par le passé, on disait, oh, les élèves doivent globaliser les mots fréquents, mais c'est important de leur enseigner à lire ces mots en utilisant le mapping orthographique pour qu'ils puissent vraiment décoder ces mots. Et à la longue, qu'ils pourront les décoder rapidement, ils vont les automatiser et ça va favoriser la fluidité en lecture. Pourquoi est-ce que ça va favoriser la fluidité en lecture? Oups, pardon. Pourquoi est-ce que ça va favoriser la fluidité en lecture? Ben parce que ces mots fréquents-là constituent 50% de tous les textes qu'on lit. Donc, si vous faites l'exercice, peu importe le texte que vous utilisez, vous allez arriver au même résultat. Ces mots-là, si vous allez prendre la liste de Giasson et de Nadon et que vous allez surligner, surbriller tous ces mots dans un texte n'importe lequel, ils feront toujours 50% du texte. Alors, quand les élèves ont réussi à bien les lire et puis surtout qu'on leur a enseigné comment les écrire en faisant du mapping orthographique, on leur donne une longueur d'avance parce qu'ils les automatisent, ça facilite la fluidité en lecture et on sait que c'est un élément qui aide à la compréhension en lecture. Donc, ce petit exercice, je l'ai fait, c'est un texte de 109 mots, il y en a 56 qui sont des mots fréquents. Des mots importants à enseigner aussi, et enseigner explicitement, ben, c'est les mots de consigne. Dès la maternelle, on va dire coloris, entoure, encercle. Il faudrait que l'élève sache ce que ça signifie. Ce n'est pas évident. Associe, relie, expliquer, souligner, justifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ces mots de consigne doivent être enseignés explicitement à nos élèves. L'autre chose, c'est que lorsqu'on enseigne le vocabulaire au moment de choisir, par exemple, comme dans la tâche sommative C, on prend un livre de littérature jeunesse, on va partir du livre de littérature jeunesse pour présenter du vocabulaire. C'est important d'en choisir 8 à 12 mots, et parmi lesquels, si possible, incluant des expressions idiomatiques ou figées. Mais si le contexte est déjà porteur de sens, ce ne serait peut-être pas le mot enseigné. Qu'est-ce que j'entends par le contexte est déjà porteur de sens? Ça veut dire que dans le contexte, parce qu'on apprend, la recherche nous a montré qu'on apprend, on accroît notre vocabulaire de façon incidente. Et une des façons incidentes d'apprendre le vocabulaire, c'est par les conversations, les interactions langagières, mais c'est par la lecture. Et c'est pour ça qu'on va souvent dire, ben, plus un élève lit, plus il a du vocabulaire. Mais l'élève qui accroît son vocabulaire par la lecture, y arrive de deux façons. Parce qu'il a les compétences morphologiques pour pouvoir décomposer un mot et pouvoir comprendre le sens en s'aidant du contexte, et parce qu'il peut s'aider du contexte pour comprendre le mot nouveau. Et c'est une des stratégies. Utiliser le contexte pour découvrir le sens d'un mot nouveau. Alors, on va souvent dire lire avant et après, mais c'est le contexte dans le fond qu'on utilise. Et c'est important d'enseigner cette stratégie. Et on va souvent avoir dans les livres qu'on va lire à nos élèves des contextes porteurs de sens. On doit profiter de cette occasion-là pour leur montrer comment utiliser le contexte pour aller trouver le sens d'un mot nouveau. Si je prends, là c'est ce que Giasson a répertorié. Oui, c'est une recherche qui date, mais c'est la beauté avec la recherche, c'est que quand c'est bien fait, c'est bien fait. Et ça traverse des années. Alors là, elle a répertorié dans ce livre-là, avec sa collègue Madame Thériault, des contextes qui peuvent être porteurs de sens. Par exemple, si je lis la phrase « Vous avez tous entendu parler du caméléon », virgule, on a une incise. « Ce curieux lézard prend la couleur de l'endroit où il se trouve. Sur la terre brune, il est brun, allongé sur une feuille verte, il devient vert. » Tout d'un coup, on vient d'avoir la définition de c'est quoi un caméléon.
C'est quoi la propriété du caméléon dans le contexte? Alors, ce n'est pas nécessaire, c'est l'occasion de saisir pour montrer aux élèves, ben, tu sais, des fois, quand tu lis un texte, la définition du mot nouveau, là, elle se trouve entre deux virgules, ce qu'on appelle une incise, juste après le mot ou juste avant le mot. Et tu pourrais l'utiliser pour comprendre et continuer ta lecture et ne pas avoir à t'arrêter et aller chercher le dictionnaire. Donc là, on pourrait montrer à l'élève cette stratégie-là ou utiliser, par exemple, la comparaison. Les fleurs étaient de différentes teintes. Elles étaient aussi colorées qu'un arc-en-ciel. Tout d'un coup, le mot teinte prend tout son sens dans le contexte. On sait qu'il s'agit de couleurs parce qu'il y a une comparaison qui est faite à l'intérieur de la phrase. Donc, c'est important lorsqu'on va choisir de se demander, est-ce que le contexte est porteur de sens? Si le contexte est porteur de sens, c'est l'occasion d'enseigner la stratégie, utiliser le contexte pour induire ou inférer le sens d'un mot nouveau. Et ça, c'est les différents contextes qui pourraient être porteurs de sens. J'ai fait juste une photo du livre. C'est moins de 10% pour pouvoir nous le donner parce qu'il y avait des beaux exemples juste à côté. Alors, je parlais de faire des activités de sensibilité lexicale tout à l'heure quand vous aurez du temps, d'aller écouter Caroline Proulx qui vous parle de sensibilité lexicale, qui peut être définie comme l'intérêt et la curiosité pour les mots. On va des fois ajouter l'amour pour les mots, donc ça rejoint beaucoup l'affect. Et c'est très important pour enrichir le vocabulaire. Exemple d'activité ludique. Le petit bac. On a tous joué à ce jeu. On peut le jouer en groupe classe. Alors, on pige une lettre et on trouve un fruit qui commence par un A. Par exemple, j'ai pigé le A. Un fruit qui commence par un métier, agriculteur, un animal qui commence par A, je ne sais pas. Aigle, un prénom qui commence par A. Alors, on le joue en classe. C'est un jeu ludique et puis ça permet aux élèves de réinvestir leur vocabulaire. Une activité ludique, pardon, pas un jeu ludique redondance. Une activité ludique, ça permet aux élèves d'accroître de s'amuser et d'avoir du plaisir. Autre activité ludique, les classements. Donc, on peut classer des mots. On leur donne une série de mots, on leur donne des catégories, ils doivent les classer. Alors, est-ce que somme, je la mets dans soustraction ou je la mets dans addition? Ça permet de réviser, par exemple, le vocabulaire mathématique dans cette activité ici. Mais on pourrait également faire des activités de classement sans donner les catégories. Alors, on donne une série de mots aux élèves et on leur demande de les classer et de créer eux-mêmes les catégories et de justifier le choix de catégories. Et c'est une belle activité justement pour faire de l'intégration. C'est-à-dire que le moment où on essaye de donner un ancrage dans les connaissances antérieures des élèves pour pouvoir enseigner des nouveaux mots de vocabulaire. Voilà, Patricia, tu y arrives. Alors, la présentation de Mme Caroline Proulx nous donne des exemples d'activités ludiques pour développer la sensibilité lexicale de nos élèves. Et donc, c'est une présentation d'1 heure. Quand vous aurez du temps, je vous suggère fortement de l'écouter. Nous sommes à 16h26. Je vais vous présenter maintenant une série de ressources que je pense être utiles pour l'enseignement du lexique. On va commencer par Mouka te parle, qu'on a déjà présenté et qu'on ne présente plus. On a les mots pour dire et les mots pour se dire, qui est aussi une ressource ministérielle. Je trouve qu'elle est très intéressante pour les élèves plus vieux. Alors, ça travaille vraiment plusieurs notions fondamentales en français et surtout la communication orale. Et puis, il y a beaucoup de jeux. Si je vais dans les projets, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est beaucoup de beaux projets qui permettent d'aller chercher nos élèves du secondaire, de l'intermédiaire, qui ont besoin d'apprendre les notions fondamentales avec des activités qui ne sont pas enfantines, mais qui sont vraiment adaptées à leur âge. On a des jeux de conscience phonologique, de conscience phonémique, mais c'est plus pour un public cible un peu plus adulte. Donc, ils n'ont pas l'impression de faire des activités de bébé. L'autre ressource que j'aimerais vous présenter, je vous avais dit, c'est celle-là. La littératie dans toutes les matières. Alors, on a beaucoup de belles ressources. Par exemple, le modèle de Freyer à la page 39 et 40, la carte du mot cible. Donc, c'est des activités pour travailler le vocabulaire. J'en ai ciblé, je vous ai mis les pages pour que ce soit plus facile pour vous d'aller les chercher dans la ressource.
créez-vous un compte Télé-Québec en classe. Si vous n'en avez pas, c'est gratuit, créez-le. Pourquoi? Parce que dans cette ressource, la trousse littéraire Télé-Québec en classe, je ne peux pas cliquer dessus parce que je suis enregistrée et je n'ai pas les droits d'auteur. Mais créez-vous un compte. Cette ressource a été faite a été supervisée par la chercheuse Claude Quévillon-Lacasse, qui est chercheur à l'Université d'Ottawa. Et c'est vraiment des planifications à partir de la littérature jeunesse. C'est des clés en main. Oui, on peut l'adapter à notre... Et puis, on en a pour première année, deuxième année, troisième année, et puis le cycle moyen. On pourrait l'adapter même pour, surtout celle du cycle moyen, pour les élèves plus vieux. Ce qui a d'intéressant avec cette ressource-là, comme je disais, c'est que c'est clés en main. C'est des livres de littérature jeunesse franco-canadiens, donc ce sont nos auteurs d'ici. Donc, c'est vraiment intéressant. Marianne Dubuc, Mireille Messier, André Poulain. Donc, on a vraiment des auteurs franco-canadiens. Autre source, tout à l'heure, quelqu'un me demandait est-ce qu'on peut aller avec Minimag? Oui, Minimag, Mon Mag à moi, Fou de lire et puis Kantouk. Lecture minimale, bon, en plus d'écouter Caroline Proulx, je vous suggère fortement d'aller lire ce petit article de 2 pages de Ophélie Tremblay et puis Audrey-Anne Labrec. En fait, elles racontent une période d'enseignement où elles ont intégré maths et français, donc maths et enseignement du vocabulaire. Et donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez lire et copier. C'est un modèle, en fait, d'une séquence didactique qui est racontée et qui est expliquée. Et puis, c'est juste 2 pages. Donc, c'est très intéressant parce que vous pourrez lire et avoir une idée. Dans cet article, en fait, elles doivent enseigner le mot rayon en mathématiques et elles montrent comment est-ce on voit bien l'étape de intégration, contextualisation et puis répétition dans la façon par laquelle elles amènent le sujet. Donc, c'est vraiment une activité didactique qui est racontée. Donc, ça pourrait être inspirant pour en créer une nouvelle ou pour recommencer, pour utiliser la même si c'est un contenu qui est dans votre curriculum de maths. Donc, ceci étant dit, je suis arrivée à la fin de ce qui était prévu pour le webinaire et on va passer tout directement à la tâche sommative. Notre tâche sommative, c'est... Alors, je vais aller dans le calendrier des tâches et je vais juste préciser, on va commencer par celle-ci. La tâche finale est une tâche individuelle et plutôt que de la remettre le 3, vous pouvez la remettre le 5 si cela vous aide. De quoi est-ce qu'il s'agit? Pour chacun des modules de la QA, choisis un outil ou une notion que tu souhaites intégrer à ta pratique dès la rentrée scolaire. Explique pourquoi tu as retenu cet élément et en quoi il contribuera à améliorer ton enseignement, à présenter sous forme de tableau. Alors, ça, c'est la tâche. Elle est assez facile, je trouve. Donc, c'est un seul élément par module. Donc, module A, voici ce que je choisis. Module B, voici ce que je choisis. Module C, voici ce que je choisis et voici pourquoi je le fais. Donc, ça, c'est à remettre. Si vous pouvez le remettre le 3, c'est bienvenu. Si vous avez besoin de le remettre le 5, c'est correct aussi pour moi. Maintenant, on retourne à notre calendrier, la tâche du module C. J'ai rajouté, et puis je pense que je vous l'avais déjà présenté, parce que j'essaye de vous rendre la vie le plus facile possible, les précisions sur la tâche sommative C. On va aller ouvrir ensemble et on va regarder quelques précisions. Alors, c'est important de préciser que vous ne pouvez pas choisir plus que 2 notions enseignées. Non. C'est 2 notions enseignées et la raison est simple. La première, c'est que je ne veux pas que vous fassiez des planifications fleuves, mais la deuxième, c'est qu'en général, quand on se fait la démarche de l'enseignement explicite, j'enseigne la même chose plusieurs fois sur plusieurs jours de façon différente pour que l'élève puisse l'intégrer. Donc, ça suit la logique de la démarche de l'enseignement explicite. Il vaut mieux aller avec morceler, aller en profondeur, passer à la prochaine étape que d'essayer de tout enseigner en même temps. Tout ce que ça va faire, ça va juste rendre les élèves confus. Donc, dans la partie avant, on peut aller choisir une notion à réviser. Par exemple, le paratexte. Qu'est-ce que je vois sur la page de couverture?
Ah, et puis là, on pourrait regarder qu'est-ce que je vois à la quatrième de couverture. Là, on revoit c'est quoi la première de couverture, c'est quoi la quatrième de couverture, c'est quoi l'auteur, c'est quoi l'illustrateur. Ça peut être juste ça qu'on regarde. Ou on peut tout simplement faire un guide d'anticipation dans lequel on a des énoncés et puis l'élève doit savoir dire si c'est vrai ou faux. Dans le livre, les bonhommes de neige boivent du chocolat chaud, vrai ou faux. Et puis les élèves peuvent le dire. Et à la fin de l'activité, quand on fera après, on reviendra sur notre guide d'anticipation pour voir si on avait bien anticipé ou pas. Ça peut être tout simplement ça. Et dans la partie pendant, donc on a deux notions qu'on doit choisir à enseigner. Et puis, à enseigner. Oh boy, OK. Et dans la partie après, ben, on peut utiliser nos outils qui ont servi à l'activation des connaissances antérieures pour conclure notre leçon. Qu'est-ce que vous devez me remettre? Vous devez me remettre une planification en document Word de la lecture interactive enrichie qui pourrait ressembler à ça. Donc, vous inspirez des éléments qui sont ici à l'intérieur, dont je vous ai mis un exemple pour que vous sachiez à peu près de quoi ça doit avoir l'air. Une présentation slide, on sait c'est quoi une présentation slide, et puis une évaluation plus la grille d'évaluation, je vous ai mis un exemple. Là, j'ai rajouté ce petit tableau parce que plusieurs personnes me demandaient, mais qu'est-ce que je vais mettre dans les slides? Alors, techniquement, quand je prends un livre de littérature jeunesse, idéalement, je vais l'utiliser sur 10 jours, sur 2 semaines. Et quand j'ai deux notions enseignées, en général, je vais enseigner une première notion, surtout avec les élèves plus jeunes. Je vais réviser quelque chose, et c'est pour ça que je disais dans la partie avant, il y a quelque chose que vous révisez, quelque chose qui a déjà été enseigné, que vous voulez réviser quand vous présentez le nouveau texte. Donc ça, c'est comme activer les connaissances antérieures. Mais au moment d'enseigner, et puis c'est juste ça qu'on vous demande, les deux notions, ben, la semaine 1, j'enseigne quelque chose, la semaine 2, j'enseigne quelque chose à partir du même livre. Donc, ce qui est en surbrillance, c'est ce que je veux absolument voir dans vos slides. Ça ne me dérangerait pas de voir dans la deuxième semaine qu'est-ce que vous révisez ou qu'est-ce qu'on vous joue. Par contre, pour les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'aimerais voir, et puis l'évaluation, bien évidemment, et la grille. Je pourrais rajouter ici la grille d'évaluation parce qu'on a besoin de la voir. La grille qui va avec l'évaluation. Oups, pardon, d'évaluation. Donc, c'est les choses qu'on veut voir. Alors, le jour 1, je présente le vocabulaire à mes élèves. Donc, c'est la phase d'intégration, 8 à 12 mots, incluant les expressions figurées. Et on fait la lecture du livre pour le plaisir. Le jour 2, en général, je vais revoir le vocabulaire, soit sous forme ludique, soit d'une autre façon, en bougeant. Et puis, on va faire la lecture pour consolider la compréhension. C'est là qu'on fait nos arrêts et qu'on pose des questions de compréhension. Non pas qu'on ne pose pas des questions de compréhension quand on fait la lecture pour le plaisir, mais ici, on veut vraiment aller travailler la compréhension, s'assurer que l'élève a compris le texte. Le jour 3, ben, on refait encore du vocabulaire. Donc, tous les jours, on a du vocabulaire et on fait un enseignement explicite d'une notion. Là, on fait la lecture partagée. J'ai une petite section de mon livre avec l'élément que je voudrais enseigner. Par exemple, je vais enseigner la phrase exclamative. Le livre de Mireille Messier, tellement sauvage. On a tellement de phrases exclamatives, tellement de phrases interrogatives. C'est peut-être ça mon point d'enseignement, les types de phrases. Et la phrase exclamative, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'utilise le livre pour aller enseigner cette notion. Le lendemain, je revois le vocabulaire, je reviens sur la notion, on fait avec la stratégie de la démarche expliquée. Donc, j'ai le modelage ici, pratique coopérative, pratique guidée, modelage, pratique coopérative, pratique guidée, dépendamment de mon point d'enseignement. Est-ce que je veux enseigner à lire une phrase exclamative ou à reconnaître une phrase? Quel est mon point d'enseignement? Ben, c'est ici que je le fais. Le jour 5, on revient sur la lecture, on fait des jeux de consolidation. Mais le jour 6, ben, en général, on va enseigner la nouvelle notion. Et c'est pour ça que je parlais de deux notions. Et le jour 7, rebelote, ben, on fait le retour, on fait de l'enseignement pour s'assurer que tout le monde a compris ce qui est enseigné. Même chose le jour 8, le jour 9, jeu, consolidation. Et puis, on peut faire notre évaluation le jour 10. Et on a terminé, on va dire, la planification à partir d'un livre. Donc, j'ai fait ce petit tableau-là juste pour que vous ne soyez pas confus dans qu'est-ce que je peux mettre dans mes slides et puis que vous puissiez visualiser. J'espère que ça aide. Donc, ce qui est en surbrillance est le contenu des diapositives. Donc, la deuxième notion sera enseignée durant la deuxième semaine parce qu'on s'entend qu'en général, je vais enseigner une notion, je vais la répéter sur quelques jours avant de passer à la prochaine. Donc, voilà.
Avez-vous des questions maintenant par rapport à la tâche? OK. Si on n'a pas de questions, ben, je vais arrêter. Oui, ah oui, Ernest, vas-y. Oui. Ah, ton micro ne fonctionne pas. Attends, vas-y. Essaye pour voir. OK. Non, pardon, non, ça ne marche pas. Je vais donner la parole à Haïfa, ensuite à Sylvie. Essaye de voir si ton micro marche. Elles vont prendre la parole. Je te redonnerai. Oh, je te redonnerai la parole tantôt. Oui. Vas-y, Haïfa. Donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'on doit détailler dans les slides tout le contenu explicite qu'on dit pour les jours 1, 2, 3, 4, 5 et 6? Non, regarde, non. Par exemple, ici, si tu regardes la planification qui n'est pas parfaite, j'ai 2 modelages que j'ai inclus. Donc, pour le contenu à enseigner, si j'ai 2 slides qui me montrent comment tu vas modeler la leçon 1, la notion 1 et la notion 2, ça me va. Donc, si je reviens ici on va aller rapidement là. Le vocabulaire est présenté et puis je pense que c'est ici et tout. Non. Oui, par exemple. Ça, c'est le modelage. Le modelage pour... c'était quoi le truc? Écrire une phrase, écrire des mots, entendre les sons et les noter. Alors, j'entends le son P au début du mot papier. Et puis là, on peut faire l'exemple avec patine, qui est un mot qui est dans le livre. Et donc là, j'ai le modelage pour la stratégie entendre les sons et les noter en séquence pour écrire des mots nouveaux. Donc là, j'ai fait le modelage avec les élèves, je leur enseigne. Donc, ta notion 1, tu as juste à me mettre comment tu vas le faire le modelage sur une des slides. Ta notion 2, est-ce que j'avais une deuxième notion? Oui. Une deuxième notion, c'était la phrase graphique. Aujourd'hui, je vais te montrer comment bien copier la phrase pour qu'elle soit lisible. Et là, j'ai enseigné la phrase graphique. Donc, ta deuxième, c'est juste ces 2 slides de modelage que je vais voir. Le reste, c'est ton vocabulaire, comment tu vas le présenter, le vocabulaire que tu as choisi. Et puis, quelques jeux que tu vas faire, quelques jeux de vocabulaire que tu vas faire. Et puis, c'était quoi d'autre? Quelques jeux de vocabulaire pour le retour, tes slides, et puis quel élément du paratexte que tu vas enseigner. Donc, avant, qu'est-ce que tu vas faire pour activer les connaissances antérieures? C'est juste ça dans le fond. Donc, ici, en regardant un peu le modèle, on a vu que pour activer les connaissances antérieures, qu'est-ce qui était proposé ici? Donc, il y a d'abord l'enseignement du vocabulaire qui a été fait. Ensuite, pour activer les connaissances antérieures avant la lecture, as-tu déjà fait un bonhomme de neige? Donc là, c'était activer les connaissances antérieures, anticiper, se donner une intention de lecture. Ça me permet de savoir à peu près qu'est-ce que tu vas faire pour aller commencer ta lecture. Et puis ensuite, ben, on lit le texte, première lecture, lire pour le plaisir et découvrir le contenu en expliquant sommairement le vocabulaire pour éviter les bris de compréhension. Alors, l'activité d'anticipation, ça compte pour une notion dans la grille d'évaluation, c'est ça? Non, ça compte pour ceci, pour choisir une ou 2 notions à réviser. Donc, dans mon anticipation, dans mon avant, je fais quelque chose que je fais d'habitude ou que j'ai déjà fait avec mes élèves, comme par exemple le paratexte. On le fait presque tous quand on veut lire un texte. Les élèves ont l'habitude, mais je révise. Et ça pourrait être le paratexte, mais ça pourrait être également tout simplement un guide d'anticipation. Donc, mon activité avant la lecture, ça pourrait être un guide, un tableau SVA. Si par exemple, c'est un texte informatif, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je veux savoir, qu'est-ce que j'ai appris. Et le tableau SVA, ben, on le mettra après pour aller remplir la colonne qu'est-ce que j'ai appris. Voulez-vous qu'on rende la fiche de la lecture interactive enrichie que vous avez soumis également, justement pour le guidage par rapport aux notions et aux stratégies? Oui, parce que mettons que si tu partages ta ressource avec ton collègue, tu vois, ce qui est intéressant quand je regarde cette fiche ici, c'est que j'ai les informations par rapport au texte,
j'ai les informations par rapport au niveau ciblé, j'ai les lexiques, expressions ou concepts pouvant causer des bris de compréhension. Donc, le vocabulaire que j'ai choisi, je l'ai mis ici. Et puis là, la préparation à la lecture, ben, je mets qu'est-ce que j'aimerais travailler. Là, tu vois ici, elles veulent travailler première de couverture, quatrième de couverture, page de garde, page titre. Et puis construction de laine. Ça, c'est ce qu'elles ont décidé de travailler. Toi, tu pourrais ici dire, OK, je veux travailler ces éléments-là qui sont toujours intéressants, mais j'aimerais ajouter un guide d'anticipation, par exemple. Et puis, pendant la lecture, j'aimerais m'arrêter à la page, elle, c'est ce qu'elle propose, m'arrêter à la page 16 et faire ceci, m'arrêter à la page 30 et poser cette question. Et là, retour sur la lecture, voilà les questions de compréhension qu'elles veulent travailler. Et puis, autre réinvestissement. Elles font le réinvestissement en art plastique, par exemple. Moi, j'aimerais que le réinvestissement soit des jeux de vocabulaire, des jeux pour aller réinvestir le vocabulaire qu'on a enseigné, par exemple. Oui, en fait, je ne parlais pas de ce document-là. Ça, pour moi, c'est plus la planification de l'enseignant. Oui. Mais je parlais de l'autre document que vous avez joint dans la tâche sommative. Laquelle? Comment il s'appelle? Qui était justement par rapport à excusez, la ressource lecture Je pense qu'elle interactive parle du enrichie. napperon. Le Ah, tu napperon, parles oui. du napperon. Le napperon est ici. Ah, OK. Le napperon est là. En fait, le napperon t'aide juste à t'assurer que le contenu que tu enseignes est dans le curriculum. Est-ce que vous voulez qu'on vous remette ça également en fonction de ce qu'on a choisi d'enseigner ou non? Si tu me mets quelle est l'attente et quel contenu du curriculum, j'aimerais savoir, par exemple, si tu me dis je suis en 3e année, il faut que je sache que tu as tiré ton attente et ton contenu du curriculum. Et j'ai mis le napperon juste parce que je sais que ben, il y a beaucoup de personnes qui sont qui n'ont pas eu la chance d'ouvrir leur curriculum. Et le napperon est moins intimidant que d'aller fouiller toutes les pages de ton curriculum. Donc, en regardant le napperon, ben, tu as déjà une vue globale. Donc, en allant dans ton curriculum, j'ai envie de dire c'est une porte d'entrée dans ton curriculum. C'est pour ça que je l'ai mis. Parce que c'est important que si tu me dis j'enseigne en 3e année, il faut que la notion soit vraiment une notion de 3e année. Vois-tu ce que je veux dire? Parce que si tu me dis j'enseigne en 3e année et que ta notion que tu me proposes est une notion de 1re année, dans le programme de français, là, on a un souci. OK, donc on doit vous spécifier les deux, en fait. Oui, il faut spécifier, j'enseigne tel contenu et ça sort de telle attente dans le programme cadre. Parce que c'est autre chose que je vais aller vérifier. Parce que si tu me dis, mettons, je suis en maternelle et que tu enseignes l'accord du verbe avec son sujet, on a un problème. Oui. Oui. OK. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le napperon pour que ce soit, comment dirais-je, plus simple pour quelqu'un qui n'est pas familier avec le programme cadre d'aller tout de suite voir un peu moins intimidant, dans le fond. Oui, Moi, j'ai Sylvie. jamais travaillé avec ce napperon, mais bon, je le découvre et puis je le trouve bien clair. Et ce que j'ai vu, c'est le parallèle entre le napperon et le tableau. Alors, Oui, c'est la c'est raison ça. pour laquelle j'ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on joigne le napperon avec Non, l'activité? le napperon, c'est vraiment juste une ressource pour que ceux qui n'ont jamais ouvert leur, ben, ou qui sont moins familiers avec le curriculum, ben, que ce soit moins intimidant. OK. Et Oui, est-ce que nous Sylvie. avons une évaluation, excusez, juste dernière question, est-ce que nous avons un exemple de l'évaluation ou non? Ben, oui, dans la tâche ici, l'évaluation n'est pas explicite, mais elle est quand même là. Donc ici, si on regarde dans la grille d'évaluation, la tâche, c'est j'écris une phrase et la question qui a été posée aux élèves, que ferait ton bonhomme de neige la nuit lorsque tu dors? Et puis les élèves ont produit ceci. Ça, c'était l'évaluation. Et la grille d'évaluation qui va avec, elle est ici, vous la voyez. Quels sont les éléments qui ont été évalués? Et comme j'ai expliqué la dernière fois, quand je l'ai évalué, je n'ai pas évalué seulement la production finale, j'ai évalué toutes les productions depuis le premier essai pour voir la progression et pour pouvoir aller observer. Et puis, il y a des choses qui ont été observées en salle de classe. Par exemple, je verbalise mes idées pour écrire mes phrases.
Là, c'est certain que ce n'est pas dans la production que je le vois. C'est quand les élèves se tournent pour dire à leur ami, voici ce que j'aimerais, mon bonhomme de neige la nuit glisse, par exemple, ou il joue au soccer, par exemple. Quand il l'a dit aux amis, je l'ai entendu planifier. Sachant que nous n'avons pas nécessairement les productions d'élèves à joindre à cette tâche. Non, tu n'as pas Est-ce besoin de que, production. Non, tu n'as pas de production, ce n'est pas demandé. À remettre, voici les 3 choses que tu dois me remettre. Tu me remets la grille d'évaluation et l'évaluation. C'est tout ce que tu me remets. Tu ne me remets pas de production. d'accord. La production, c'était juste parce que ça vous donnait une idée de où Donc, est-ce quelle qu'on serait veut la tâche aboutir. d'évaluation qu'on pourrait Oui, proposer suite à la tâche qu'on donne, suite oui. aux semaines, suite à la Donc planification de... là, par exemple, c'est une planification d'écriture enrichie plus que Mhm. lecture, parce que les points d'enseignement sont tout en écriture. Même si on fait un peu de communication orale, on a vu que c'est l'approche intégrée, nous faire toucher à tous les 4 domaines, peu importe ce qu'on enseigne, parce qu'on fait de l'intégration. Donc, on commence en communication orale, on fait de la lecture, on touche à l'écriture, mais le truc, c'est de te demander qu'est-ce que je veux enseigner, qu'est-ce que je vais évaluer. Et ce que tu enseignes, c'est ce que tu évalues. Donc, tu ne peux pas avoir choisi un point d'enseignement en communication orale et évaluer l'écriture. Là, on aura un petit souci. Mhm. Ok, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, Sylvie et ensuite Daniel Virginie. Ernest, est-ce que ton micro marche? Je vois qu'il y a comme un point d'exclamation qui me dit, je ne sais pas. Oh, maintenant, je pense que ça marche. OK, vas-y. Oui, Patricia, moi, Oh, je voulais non, juste non, être, j'ai eu la réponse, c'est correct. OK, d'accord, c'est parfait. je voulais juste Vas-y. être sûre. La Oui, planification que toi, tu as présentée là, c'est une planification sur 2 semaines, n'est-ce pas? Sur 10 jours. oui, oui, c'est Mais sur 10 nous, jours. on fait de 3 à 5 jours. C'est bien ça, Oui, hein? donc, alors, ce que vous faites, c'est que le petit tableau ici, en Mhm. surbrillance, te montre les éléments que j'aimerais voir dans les slides. J'aimerais Oui. voir le vocabulaire que tu as choisi. J'aimerais voir la petite slide qui me dit, OK, le jour 2, je vais revoir le vocabulaire sous forme de jeu, mettons, et je vais faire la lecture pour consolider la compréhension. Et c'est là que je veux voir les questions de compréhension. À quelle page tu vas t'arrêter pour t'assurer Mhm. que les élèves ont compris. Le jour 3, je vais voir le vocabulaire qui va être révisé, qui est le même vocabulaire, mais comment tu vas le réviser. Et Mhm. puis, quelles notions tu vas enseigner à partir du livre de littérature jeunesse. Le jour 4, ben, c'est la révision. Donc, techniquement, cette slide va servir le jour 3 et le jour 4. Le jour 5, c'est le retour sur la lecture et puis des jeux de consolidation du vocabulaire ou de la notion enseignée. Le jour 5, c'est l'enseignement de la nouvelle notion, donc une nouvelle page de modelage. Et puis l'autre, c'est l'évaluation, comment tu vas évaluer, et puis la grille d'évaluation. Donc, c'est à peu près comme ça que les slides sont organisés. Mais dans la vraie vie, c'est une planification qui durera sur 10 jours. Mais là, pour l'instant, je veux juste voir, on va dire, quand je dis 3 à 5 jours, ben, c'est parce que techniquement, en 5 jours, j'enseigne une seule chose que je révise les 2 prochains jours. Et puis, la deuxième notion, ben, c'est pour la prochaine semaine. C'est à peu près le même cycle. Et Oui. finalement, je peux faire mon évaluation. Oui. Ok, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Alors, Daniel Virginie, ensuite Stanislas. Ok, merci, madame. J'aimerais savoir, je veux voir si c'est vraiment clair dans mon esprit. Mon équipe, nous sommes à 3. Et je pense Oui. que pour démarrer la tâche, on va seulement sur le lien précision sur la tâche. C'est ces éléments qu'on regarde pour commencer le travail, c'est ça? On n'est plus obligé de se référer à ce qui avait été dit un peu plus haut. Ben non, c'est parce que, alors, c'est important de se référer à ça parce que là-dessus, tu as tous les autres détails, tu as ta grille d'évaluation. Donc, j'ai fait ce tableau juste pour m'assurer que tout le monde vois ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai besoin que tu me remettes. Et c'est un peu comme j'ai envie de dire, pour vous aider à vous organiser. Parce qu'on ne part pas tous du même pied d'égalité. Il y a des personnes qui font des planifications à partir de la littérature de jeunesse depuis 10 ans et qu'ils vont le faire à un tour de bras. Alors, leur prendre une soirée, ils auront terminé. Mais il y a des personnes qui sortent de la faculté, pour eux, ça leur demande un peu plus de temps. Alors, je me suis dit, ben, ce serait peut-être bien d'avoir un étape par étape qui pourrait les aider à visualiser ce qui est attendu d'eux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait je ne sais pas comment l'appeler, ce référentiel dans le fond, Ok. pour que ceux qui débutent ne soient pas complètement perdus. Dans le fond, c'est
Je prends un livre de littérature jeunesse, on va dire Tellement sauvage ou bien, je ne sais pas, La grande fabrique des mots. Et je me dis, avec la grande fabrique des mots, ce que j'aimerais enseigner, c'est peut-être tout simplement cultiver chez mes élèves l'amour pour les mots, ok? La curiosité. Et là, mon objectif d'apprentissage, c'est créer un référentiel des mots que l'on aime avec mes élèves, où je veux prendre le collectionneur de mots. Et mon objectif avec ce livre-là, c'est juste d'aller travailler l'amour et l'intérêt pour les mots. Et ça va être mon point d'enseignement. Et mon point d'enseignement, c'est comment je choisis des mots que j'aimerais garder dans mon lexique personnel. Donc, garder des mots dans le lexique personnel, parce que c'est une tâche qu'on demande souvent à nos élèves, de créer leur propre lexique. Alors, quand on va lire le collectionneur de mots, le petit, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Jérôme, il collectionne différents mots. Il a une collection de mots après je pense qu'il jette sur une colline et puis les mots s'envolent dans la vallée. Alors, je leur dis, mais quand tu lis des livres, des fois, tu veux collectionner des mots. Tu vas collectionner les mots parce que tu les aimes. Et puis, ça va être mon point d'enseignement. Pour moi, si j'ai envie de dire, c'est évident parce que ça fait des années que je le fais. Donc, je pourrais prendre un livre et tout de suite le rattacher avec un contenu du curriculum. J'ai juste fait ça pour que ce soit un par étape pour quelqu'un qui débute. Tu vois ce que je veux dire? OK. Oui. OK. Mais retourne vraiment dans ta tâche. Donc, tu vas dans ta tâche, tu lis qu'est-ce qui est demandé. Et puis, ça, c'est comme, comment je peux dire, une aide à la visualisation. Oui, Stanislas. OK, Oui, merci. merci. J'ai trois questions. Oui, Je vais te les poser en vrac comme ça. oui. La première, tu demandes le profil de la classe. Nous devons créer un profil de la classe. Sous quel format tu veux ça? Est-ce qu'on peut juste le mettre que j'ai 20 élèves et puis à 5 Non, soutenus ou non, bien non, non, on fait... non. Je vous ai mis un exemple. C'est Oui, important. Tout ce que je je fais veux, le mais tableau. tu pourrais me prendre ce tableau, tu le copies et OK, puis ou tu peux prendre cette classe. Tu n'as pas besoin d'avoir une classe différente de celle-ci. Tout ce que d'accord. je veux, c'est que quand tu crées ta leçon, que tu te souviennes que tu as des élèves qui sont à l'éveil. Oui, En fait, c'est le but d'avoir le profil de classe, c'est de se souvenir que chaque fois qu'on crée un plan de leçon, on doit penser à notre public cible. absolument. Je ne OK. sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire de la petite fille qui se retrouve dans une classe d'anglais immersion. Elle est francophone et pendant que l'enseignante lit un livre sur un lièvre et her qui se promène dans la prairie, qui mange de la... Elle voit juste une touffe de cheveux qui se promène. Alors, en fait, il faut penser à cet enfant-là qui justement, ne va pas savoir la polysémie des mots. Ou j'avais dit à un enfant, je ne sais plus ce que j'avais écrit comme phrase, euh, hum, je me promène en canot sur le Saint-Laurent. Il dit, ah, je connais le Saint-Laurent, c'est un mall. Lui, il voyait le centre commercial. Mm, Donc, c'est de penser à ces enfants-là quand on planifie, tout simplement. d'accord. OK. Ma deuxième question, c'est en rapport avec la tâche elle-même. On est en littératie et il y a 3 domaines. Donc, si je comprends bien, nous avons le choix d'un domaine, même si en travaillant, il y a des activités qui sont intégrées, mais dès le départ, nous avons le droit de focuser dans un domaine précis. Si Oui, je veux être dans la oui, lecture, c'est ça. communication orale, OK, Oui. c'est clair. La dernière. La dernière, c'est la grille d'évaluation. Est-ce qu'on est obligé d'évaluer toutes les 4 compétences pour ce travail? Non. Faire croître le succès nous dit on peut évaluer 3 compétences. On n'est pas obligé d'en évaluer toutes les 4. Si tu regardes la grille que j'ai partagée avec vous, je n'ai pas Oui, évalué toutes les compétences. oui, j'ai vu. C'est pourquoi j'ai Oui, posé cette question. oui. OK, c'est tout pour moi. C'est bon, merci. Je vois la question de Parniane. Parniane, j'ai dit 3 à 5 jours, tout simplement parce que ce que je veux, ben, c'est la planification sur une semaine. Mais dans la vraie vie, ça va sur 10 jours parce que dans la démarche de l'enseignement explicite, il est idéal d'enseigner une notion une semaine, de la répéter de différentes façons parce qu'on veut faire la pratique
le modelage, la pratique guidée, la pratique coopérative, la pratique autonome, avant de passer à la prochaine notion. Mais si je vous demande de faire une seule semaine, qui serait le 5 jours, vous serez appelé à choisir une seule notion. Et en français, c'est un peu complexe de faire une évaluation avec une seule notion. Et c'est la raison pour laquelle, même si j'ai marqué 3 à 5 jours, je vous dis choisissez 2 notions, parce que pour bâtir une évaluation qui a du sens en français, ça prend au moins d'avoir enseigné 2 notions. C'est la seule simple, c'est la raison est aussi simple que ça. Et vous avoir demandé de planifier sur 10 jours n'aurait pas été juste pour un cours intensif de l'été. C'est tout simplement ça. Oui. Oui, donc on Parce évalue que, sur les 2 notions qu'on a enseignées, par exemple. oui, Donc, c'est la ça, grille oui. d'évaluation doit baser sur les 2 notions enseignées. Oui, Merci. parce que ça, en fait, comme si tu fais ta planification à rebours, voici l'évaluation que je vais faire sur les 2 notions que je compte enseigner, mais planifier pour 10 jours dans un cours d'été serait quand même, je trouve pas raisonnable de ma part. Et c'est pour ça que j'ai dit 3 à 5 jours et je vous demande juste de me montrer, c'est ça, juste ça. Les autres jours, c'est pas nécessaire que je les vois parce que ça vous aurait obligé, par exemple, à trouver d'autres jeux à me montrer, d'autres activités de consolidation qui est quand même du travail. C'est juste ça. Merci. Ça fait plaisir. Oui, Ernest, je ne sais pas si c'est une nouvelle main ou une ancienne main. Bon, c'est une nouvelle. OK, vas-y. OK, si je comprends bien, on a 2 parties à vous remettre. Il y a la partie, la planification et la partie des slides. Oui, c'est ça. 3 choses. La planification Word, qui serait comme la ressource pour le prof. On a la présentation slide, parce que si tu regardes dans la slide que je vous ai présentée, la ressource pour le prof est intégrée. OK. Mais je veux que vous le donniez de 2 façons, parce que c'est la façon idéale de le faire. On a la présentation slide, qui est en fait celle qu'on met sur le TBI pour aller faire l'activité avec les élèves. Et puis, on a la grille d'évaluation et la tâche d'évaluation qui serait aussi peut-être dans un document Word. Ou que tu peux mettre dans la slide. Oui, c'est 3 choses. Oui. Donc, à remettre, c'est ici. OK, parfait. Je le vois, je l'ai vu depuis la semaine passée, mais il y a encore des questions qui sortent. C'est correct, c'est parfait. C'est tant mieux s'il y a des questions. Oui, oui. Et l'autre chose, si on choisit les notions à enseigner, ou est-ce qu'on peut, visiblement, le vocabulaire ne va pas manquer. Est-ce qu'on peut choisir une stratégie de lecture, n'importe laquelle? Oh, c'est parfait. Ça, c'est parfait. C'est juste parfait. Je veux dire que le vocabulaire, on a le vocabulaire. Moi, je ne le compte pas comme une notion parce que ça, c'est incontournable. Mais tu peux décider, OK, ma stratégie, je vais enseigner, par exemple, utiliser le contexte pour trouver un sens du mot. Ou je vais enseigner une stratégie inférée, par exemple. Je vais enseigner l'inférence, par exemple. Ou je veux enseigner, quelle autre stratégie qu'on enseigne? La compréhension du texte. C'est ça, une stratégie de compréhension de texte. On a l'inférence, on a... oh, ça ne me revient pas, c'est fou. Quelle autre stratégie? Anticiper, c'est une stratégie. Visualiser, c'est une stratégie. Par exemple, c'est ce que je veux... Oui, c'est ça, visualiser, anticiper, c'est une stratégie. Alors, je veux enseigner cette stratégie-là. Oui, je peux utiliser ça. Oh, et puis, ça va être plus clair pour moi. Ben oui, je peux enseigner une stratégie de lecture, je peux enseigner une stratégie d'écriture. Oui. Je peux enseigner une stratégie de communication orale. Excellent. Oui, définitivement. Et je peux enseigner la conscience phono. Je peux enseigner le décodage. Ça peut être ça aussi. Donc, vous avez une panoplie de points d'enseignement que vous pouvez choisir. Mais le vocabulaire, ça là, j'ai envie de dire, c'est incontournable. Donc, il faut que vous me fassiez comment vous allez enseigner, quel mot vous allez choisir là. Et c'est pour ça que je vous ai mis la fameuse fiche ici, parce que ça nous montre lexique, expression ou concept pouvant causer des bris de compréhension. C'est ces mots-là qui vont être enseignés de façon explicite. Oui. Alors, Déborah. Oui, en fait, moi, je me demandais seulement si ce gabarit de planification qui est affiché en ce moment, ce serait possible de l'avoir pour qu'on puisse simplement le remplir en répondant à tous les... Malheureusement, ce n'est pas le mien. Comme tu vois, c'est celui de par Lucie Béchard. Je pense que je l'ai pris sur
enseigner avec la littérature jeunesse. Je vais voir si sur leur site, ils ont une version modifiable de ce gabarit, mais je trouvais que c'était un beau gabarit. Oui, oui, et en effet. Oui, oui, donc je vais voir s'ils ont la version modifiable, mais c'est là que il est tiré de là. Donc, je vais arrêter l'enregistrement parce que je pense qu'on a couvert les questions par rapport à la tâche sommative au cas où des personnes voudraient aller réécouter. Et puis, je vais vous laisser pour vous donner la chance en équipe de pouvoir vous rencontrer.